c'est que du contrat. Vous faites des contrats toute votre vie, tout le temps. Et donc, quand vous montez votre entreprise et quand vous parlez de propriété intellectuelle, il faut penser contrat. Et avant de commencer par nos petites scénettes, voilà, on va faire des rappels pour qu'on ait tous à peu près le même niveau de compréhension de ce dont on va vous parler. L'exercice est un petit peu compliqué parce que pour comprendre, acquérir les réflexes, il faut comprendre la règle du jeu. C'est un peu comme jouer aux échecs. Avant de devenir un grand maître, il faut quand même connaître le mouvement des pièces. Donc on va essayer de vous présenter très rapidement les différents aspects, les droits dont on va parler, alors qui seront brevets, marques, dessins et modèles, et puis les noms de domaine, les logiciels et les choses qui vont avec, qui relèvent du patrimoine intellectuel des personnes. Alors les juristes, nous on utilise personne. Hein. Alors une personne, c'est soit une personne morale, soit une personne physique. Mais ça reste une personne et il y a toujours cette personne, elle a un patrimoine intellectuel. Et puis l'articulation avec les personnes en présence, les contrats qui vont être notre fil rouge, parce que le contrat, c'est la loi des parties. Et vous verrez, enfin, vous le verrez plus tard, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand la loi ne dit rien, c'est-à-dire que quand la loi ne prévoit rien, eh bien, le contrat, c'est ce qui pourra éventuellement vous servir à ce qui viendra derrière. Je vais répondre à une question qui ne m'est pas posée. Ouais, j'aurais dû la poser. La réponse. Ouais. C'est que souvent on nous dit pourquoi on parle de propriété industrielle et pourquoi on parle de propriété intellectuelle. Donc le code s'appelle le code de la propriété intellectuelle et pour que vous ayez bien la dichotomie, l'industriel c'est tout ce qui va concerner des actifs où on a un titre tangible dans les mains de propriété. Exemple, je veux déposer une marque, je vais à l'INPI, je dépose la marque, on me donne un papier qui est valable 10 ans, je paye pour ça, c'est de l'industriel. C'est vrai pour les brevets, les dessins et modèles. Tout le reste où c'est un peu plus flou, vous n'avez pas le document, ça va appartenir à la famille propriété intellectuelle, sachant que l'industriel appartient à l'intellectuel. Et donc, pour vous simplifier la vie, on parle de pays ou d'IP en anglais, ça tombe bien, ça marche pour les deux. Si vous parlez de propriété industrielle au lieu de parler de propriété intellectuelle et réciproquement, personne ne vous en tiendra rigueur. Alors, on commence par le brevet. Brevet, c'est un titre de propriété industrielle qui a une solution technique à un problème technique. Ça appartient à l'inventeur ou à son employeur. Et il y a deux critères de validité qui sont nouveauté et activité inventive et qui sont par rapport à quelque chose ce qui a été rendu accessible au public et non auprès de personnes non tenues au secret avant la date de dépôt. Donc, ayez bien en tête cette notion de ça appartient à l'inventeur, personne physique, ou son employeur, et si quelque chose est connu avant le brevet, sous quelque forme que ce soit, par qui que ce soit, ça peut détruire la validité du titre. Je vois rien. La marque. La marque. La marque, c'est un ralliement de clientèle. Je ne vais pas vous faire du verbiage juridique. Une marque, ça peut être des mots, just do it, des visuels, la virgule de Nike, une couleur. Donc la couleur, c'est le bleu de Milka. Quand vous allez au supermarché avec votre caddie, vous cherchez du chocolat de la marque Milka. Le bleu-violet, vous savez que c'est là qu'il va falloir acheter le produit. Ça peut être une marque sonore, dim dam doum, tout ça, le rugissement de la Goldwyn-Mayer. Donc une marque, c'est plein de choses. Et une marque, ça rallie la clientèle. Ça dit à la clientèle, qui est déjà cliente ou la prospective, celle qui voudrait acheter, je suis ce produit. Et donc, une marque, on la dépose à l'INPI ou dans tout autre pays, elle est valable 10 ans, on paye les taxes, c'est un actif de propriété industrielle. Et oui, il faut que ce soit disponible, licite. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir quelqu'un qui a déposé la même marque que vous avant, dans la même classe de produits et services. Tout ça, c'est du juridique. Sachez ce que c'est et que ça se protège et que c'est un actif important de l'entreprise. Le dessin et modèle, c'est un petit peu la même chose. Alors, une marque peut être protégée, enfin, un signe, un logo, une identité visuelle peut être protégée à titre de droit d'auteur, dessins et modèles, marque. Le dessin et modèle, ça va protéger autre chose que la marque. Et c'est valable 5 ans, reconductible 5 fois, donc 25 ans au total. Et typiquement, un dessin et modèle, alors, on ne l'a pas. Mais si on avait une bouteille d'Evian, la bouteille d'Evian, elle est passionnante parce que vous avez la marque Evian. Dans le plastique est fondu des petites montagnes. Ça, c'est le dessin et modèle. Il y a un système pour qu'on puisse compacter la bouteille, que ça ne prenne pas trop de place.
ou que le bouchon qui se visse ne donne pas de goût à l'eau, ça c'est du brevet, typiquement. Donc un dessin et modèle peut être cumulativement protecteur avec un logo ainsi. On trouve dans l'industrie beaucoup de dessins et modèles en matière de mode. On va faire des dépôts qui vont durer 4-5 ans, qu'on ne va pas forcément renouveler. Dans tout le mobilier, on ne va pas se faire piquer les idées. Voilà. C'est cumulatif avec d'autres actifs. Et puis il y a, on vous a dit, il y avait les titres de propriété industrielle, brevets, marques, dessins et modèles. Et puis il y a tout ce pour lequel on ne va pas avoir le papier, on ne va pas avoir quelque chose de réellement, un titre conféré par un office. Et là, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire de l'entreprise, alors qui peut être du savoir-faire technologique, mais qui peut aussi être un savoir-faire commercial. Et donc, tout ça, c'est protégé par un autre outil qui est le secret. Et donc, le secret, on comprend bien que c'est ce qu'on va garder secret, qu'on ne va pas révéler aux tiers. Et donc, le secret appartient, entre guillemets, à celui qui le détient. Alors, je vous dis entre guillemets parce que le secret n'est pas vraiment un droit opposable aux tiers. Les titres de propriété industrielle sont des droits d'interdire, c'est-à-dire j'ai mon titre, tu n'as pas le droit de faire. Quand j'ai un truc de secret, je ne peux pas aller voir quelqu'un et dire c'est secret. Ah merde, une fois que je l'ai dit, c'est plus secret. Donc, on est plutôt autour des gens qui vont vous détourner du vol, entre guillemets, de savoir-faire. Et pour pouvoir dire, machin m'a volé mon savoir-faire, il faut d'abord dire qu'il faut que le savoir-faire il soit formalisé. Donc, il faut qu'on ait écrit, ça peut être un cahier de recettes, hein, par exemple, pour un pâtissier, il va écrire toutes ces recettes, c'est son savoir-faire, il est formalisé. Substantiel, parce que si on ne connaît pas les recettes de Pierre Hermé, on ne va pas pouvoir en mesure de faire les mêmes macarons que lui ou les mêmes desserts que lui. Et donc, c'est substantiel parce que ça a de la valeur dans l'entreprise. Et secret, si Pierre Hermé, il met ses recettes sur son site web, c'est pas garder secret. Donc, il faut qu'il garde secret. Donc, il les met au coffre ou il s'arrange pour que ce soit secret. Et puis, il s'arrange pour que les gens qui y ont accès, et peut-être des contrats et des choses comme ça. C'est là que Katia intervient. On va organiser tout ça autour pour avoir ce côté, organiser ce secret. Moi, je vous partage un tout petit peu sur le savoir-faire. On a aujourd'hui beaucoup de clients, clients ou pas d'ailleurs, on s'en fiche, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Et dans la majorité des cas, les gens ne savent pas qu'ils sont détenteurs de savoir-faire. Ils ne le savent pas. Ils ont l'impression que, ouais, c'est bon, ils ont réfléchi à un truc. Ça peut être une méthodologie de vente. Ça peut être un parcours de soins. Ça peut être plein de choses. Et les gens ne savent pas qu'ils en sont détenteurs, en ce sens qu'ils disent oui, si tout le monde avait pris le temps de réfléchir et était expert comme moi de tel ou tel univers, alors la personne aurait trouvé la chose. Et c'est faux. Et notre exercice, nous, en tant que conseil, c'est de mettre en lumière ce qui peut justement être trouvé par tout à chacun dans l'univers professionnel ou qui sort de l'ordinaire. Et le savoir-faire, c'est une deuxième info qui est ultra importante à mon sens, c'est pas parce que les choses qui sont dans votre savoir-faire sont toutes connues à l'extérieur qu'il n'a pas de valeur. Vous pouvez avoir mis ensemble plein de choses connues, mais qui, assemblées, chronologiquement présentées et faites, d'une certaine façon, donnent de la valeur. Et voilà. Ne sous-estimez pas votre savoir. Pour en revenir à l'exemple de la recette de cuisine, de pâtisserie, vous avez identifié un ingrédient qui marche bien d'un fournisseur qui permet d'obtenir, de faire la recette, cette recette-là parfaitement bien, parce que cet ingrédient-là est parfait pour faire la recette, même si on trouve il est vendu partout, il est vendu et qu'il est connu et que le fournisseur a pignon sur rue, c'est une information de sourcing, ça relève du savoir-faire. Ça fait partie des choses qui ont une valeur, parce que c'est celui-là qui marche bien pour faire ça. Donc vous voyez, c'est pas forcément non plus très dernière chose, du coup, je rebondis. On peut rebondir toute la journée tous les deux, mais on parle de savoir-faire qu'on appelle le savoir-faire positif. Et il y a énormément de valeur au savoir-faire négatif, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas fonctionné. Il faut le consolider quelque part. Moi, j'ai aidé des sociétés à se vendre, et le prix de la vente, c'était dans le savoir-faire négatif. Ça fait gagner 5 ans à celui qui va racheter. Il ne va pas tâtonner là. Donc le savoir-faire, consolider quelque part si vous avez cette ressource, tout ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. L'ingrédient n'était pas le bon, la température de conservation n'était pas la bonne, la scie n'était pas la bonne.
Donc tout ça, ça oblige un certain effort. Il faut formaliser, c'est-à-dire qu'il faut mettre par écrit. C'est-à-dire que pour que c'est de la valeur, il faut que vous puissiez le transférer à quelqu'un. Et on ne transfère pas son cerveau, on transfère généralement des documents, hein, des fichiers, des choses comme ça. Donc ça demande un petit travail de suivi, des comptes rendus de réunion, des choses comme ça, qui sont particulièrement rébarbatifs, mais qui peuvent prendre de la valeur quand on s'intéresse à un projet dans son ensemble. Cas pratique. Il faut que tu lises à l'écran. Il faut que je lise à l'écran. Et je ne sais pas lire, en fait. Je ne sais pas lire. Donc Samuel et Katia se sont rencontrés. Il se trouve que Samuel, c'est l'ingé de la bande, et puis Katia, c'est la créatrice, la créative. Et on s'est rencontrés, on discute, on travaille chacun dans 2 cabinets différents, et on s'est rencontrés au café, et il se trouve qu'on a vu, je suis désolé Katia, notre âge, on a des problématiques de seniors autour de nous, et on a réfléchi à un déambulateur. Donc, il se trouve que ma mère a des difficultés pour marcher, elle utilise des déambulateurs, et la semaine dernière, elle est tombée dessus, et elle est restée coincée sous son déambulateur toute une nuit. Et donc, en parlant, on s'est dit, il faudrait peut-être un système qui permette de détecter la chute du déambulateur, et puis qui appelle un système. Donc, on en a parlé un peu avec Katia. Et puis, Katia, merci d'avoir mis au pupitre. Si tu veux, je chante. Katia, elle a pris son stylo, elle a dessiné quelque chose, et puis on s'est dit, il faudrait quand même avancer sur la chose, mais on n'a rien fabriqué parce que on a certes une profession, mais pas le temps, et puis pas les finances pour avancer plus avant. Alors, toi, tu as imaginé comment la chute pourrait être détectée. Moi, je suis... Et en plus, vu que tu es ingénieur, tu penses qu'à 100%, tu vas obtenir un brevet. Oh, sûr. Certain. Et moi, je trouve qu'il faut que ce soit joli, en plus d'être efficace. Donc, voilà, c'est ma petite touche féminine. Ouais, et puis c'est surtout le marché des seniors aujourd'hui a besoin de choses jolies, parce que le prescripteur, c'est pas forcément le senior, c'est ses enfants. Et donc, il faut que ce soit joli, sinon on ne va pas mettre un truc moche chez nos parents. Donc, en plus, Katia a une super idée. Hyper originale. Ouais, et c'est pas en regardant mon crâne, hein, mais elle s'est dit, et si on appelait notre truc anti-chute. J'ai fait un logo. En plus, magnifique. C'est là qu'on voit que c'est une artiste. Hein. Alors ça, non mais ça, c'est pas gentil. Hein. Je veux dire, faut pas... Et puis... On est vachement impliqués sur notre projet, et on s'est dit, tiens, on va en parler avec Arthur, qui est un copain commun. Et on était au restaurant, on a décidé d'en parler. Et puis on a montré nos dessins à Arthur, et Arthur, il s'est dit, moi je ferais bien ci, je ferais bien ça, et pour rendre encore mieux notre idée, lui donner un peu plus joli, hein, ouais. Et plus fonctionnel. Ouais, le pimper, quoi. Et puis Arthur, il a de l'entre-gens, il a du savoir-faire. Justement, il connaît pas mal, il a un carnet d'adresses. Alors un carnet d'adresses, ça peut être aussi une forme de savoir-faire. Il a un carnet d'adresses, et il connaît une boîte qui s'appelle Déambulez-moi, qui fait du matériel médical. Et parce qu'en fait, Arthur, c'est pas par hasard qu'on en a parlé, mais il a eu le même problème que nous, mais lui avec sa grand-mère. Et donc, ça lui a parlé. Il avait cherché à l'époque un déambulateur, pas qui faisait les fonctionnalités dont on a parlé, hein, qui soit beau, qui envoie un message quand il y a une chute, mais il s'était renseigné sur les fabricants de déambulateurs. Donc, entre-temps, parce qu'on est on est entreprenants et entrepreneurs un peu dans l'âme, on a décidé qu'il fallait y aller. Donc, on a quitté nos emplois, et pour faire ça à 100%, on a créé une SAS sur Internet. Et puis on sait qu'il faut des sous. Hein. Le nerf de la guerre, c'est les sous. Donc, sachant que nos ACD, qu'on a eu de la chance de pouvoir négocier des RC, permettent de vivre, mais ne permettent pas d'investir forcément. On est pressé. Il y a un salon qui se présente dans 3 mois. Et on veut présenter notre magique déambulateur. Donc, comme on est un peu pressé, on a essayé de trouver un peu d'aide. On n'a pas beaucoup d'argent, donc on s'est dit, tiens, un stagiaire.
Donc on a recruté un stagiaire pour aider. Et puis moi de mon côté, j'ai été voir un confrère ou une consoeur de Katia dans la vraie vie pour voir si on pouvait faire quelque chose sur la protection de la propriété industrielle et plutôt brevet, hein, la solution aux problèmes techniques. Et puis Katia... Moi, j'ai déposé des noms de domaine parce qu'il fallait bien qu'on ait notre site internet qui fonctionne. Hein. Et puis donc là, j'ai réservé le nom à mon nom, hein, parce qu'on n'a pas de société encore. Enfin, on l'avait, mais on ne sait pas. Et puis le stagiaire, je lui ai demandé de réaliser le site internet. On avait la société, mais on n'avait pas encore le numéro de RCS, donc Katia, elle l'a fait au plus vite, quoi. Et puis Arthur, qui nous avait obtenu un rendez-vous la semaine prochaine avec la société Déambule et moi. Et Déambule et moi nous a envoyé un devis pour... Enfin, le prototype. Ouais, voilà. Et puis on a un rendez-vous à la Banque de l'Avenir pour essayer de trouver des sous, essayer de... On ne sait pas qui va... Peut-être qu'on va tous pouvoir faire un emprunt. Peut-être que Arthur peut faire un emprunt, plus toi, plus moi, plus la boîte, plus le stagiaire. On va essayer de collecter un peu des sous dans tous les sens. Et puis chercher peut-être de la love money, hein, comme on dit. Hein, c'est-à-dire, on va essayer de voir si on n'a pas des parents, des cousins, des gens qui pourraient nous aider, des amis qui pourraient investir. Donc là, le pitch, il est fini. On va représenter les slides. On va vous demander ce que vous feriez. On a quelques idées. À quoi il faut penser, en fait, à chaque étape, à quoi il fallait penser, où il aurait fallu penser, où il va falloir penser. Donc n'hésitez pas à intervenir. Le but du jeu, c'est que ce soit un peu interactif, voire beaucoup. Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de réponse idiote, il n'y a rien. On est là pour essayer de donner un peu de vie à tout ça. Là, on a essayé de reproduire la chronologie des actifs qui sont concernés, et des sujets qui sont concernés. Alors, est-ce que vous vous souvenez, alors Samuel, ingénieur, ils se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient chacun pour des employeurs différents. Donc, À quoi ça doit vous faire penser? Éventuellement. Oui. Clause de non-concurrence, hein, clause de l'employeur. Clause de non-concurrence, ok, pas mal. Oui. Secret professionnel. Pas mal. On n'a pas dit ce qu'ils faisaient, les Samuel et Katia. Non, mais on ne sait jamais. Ok, très bien. Oui. et monsieur, au fond? La détention des inventions. Parfait. Ouais. Parfait. Quelque chose, ça peut appartenir à l'entreprise qu'on a fait du travail actif. Exactement. Monsieur, c'était la même chose? Est-ce que vous avez entendu? Non. Ouais. Donc l'invention de mission, elle appartient à l'employeur. Pour qu'il y ait une invention de mission, il faut que l'invention, que le déambulateur soit dans le scope de la personne qui travaille. Donc si la personne elle fait de l'automobile, on s'en fiche de savoir. Mais en l'occurrence, on ne sait pas si Samuel il a le droit d'exploiter directement et si l'invention lui appartient. Je change de lunettes. Pardon. Donc, effectivement, c'est les inventions de salariés. Il faut se poser la question si ces inventions sont susceptibles de rentrer dans le champ des inventions de salariés. Alors, pour les besoins de la cause, on va dire que non. Donc, il n'y a pas de difficulté. On pourrait aussi se poser la question, est-ce que la création du nom pourrait appartenir à l'employeur de Katia? Non, parce qu'en maths, donc, dans les actifs de propriété intellectuelle qui vont être réalisés, on va avoir l'invention qui peut appartenir à l'employeur, la base de données qui doit appartenir à l'employeur, parce que la base de données, c'est des droits particuliers sui generis, donc une base de données, toutes les informations qu'on va collecter et mettre ensemble, c'est un droit qui va appartenir au producteur et au payeur de la base, donc en général, c'est l'employeur. Savoir-faire secret, vous l'avez dit, employeur, si le contrat de travail est fait correctement. Et tout le reste, non, logiciel employeur, et tout le reste, droit d'auteur, marque, dessins et modèles, salarié. Donc dès lors que vous êtes salarié d'une société, si vous créez quelque chose pour l'entreprise, même si c'est votre contrat de travail qui vous le demande, vous êtes directeur artistique, vous êtes designer, les actifs de propriété intellectuelle vous appartiennent physiquement à vous, personne physique. Il va falloir réaliser une démarche de cession auprès de l'employeur pour qu'il puisse l'utiliser. Donc là, en l'occurrence, moi, je peux travailler dans n'importe quelle branche. Si je crée du droit d'auteur, ça m'appartiendra et je peux le mettre au profit de notre entreprise. A contrario, il faut avoir en tête que si un jour vous avez des salariés, ce qui est vrai pour Katia, ce qui sera vrai aussi pour ses salariés. Donc il faudra anticiper éventuellement ces questions.
Donc, tes questions que je te pose, c'est quand est-ce que tu as réalisé ta part de l'invention? C'était justement pour répondre aux questions. Donc malheureusement, je les ai réalisés alors que j'étais encore salarié. Donc heureusement, je n'ai utilisé aucun des moyens d'entreprise parce que j'ai pas utilisé ni le logiciel de dessin de l'entreprise, ni les fournisseurs de l'entreprise, ni le cahier. Il se trouve que l'entreprise dans laquelle je travaille fabrique des tuyaux en plastique. Donc j'ai rien utilisé de chez eux. Donc a priori, et en plus, moi je suis commercial, hein, donc je suis ingénieur certes de formation, je suis commercial, mais je n'ai pas de mission inventive. Donc je ne rentre pas dans le cadre que vous aviez commencé à évoquer des inventions de salariés, inventions de mission, puisque je n'ai pas de mission. Et puis c'est pas attribuable parce que fabriquer des tuyaux en plastique, c'est pas des déambulateurs, donc ça ne rentre pas dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Toutes les 3 premières questions qui sont là étaient pour justement fermer cet entonnoir et savoir s'il y avait une invention de mission. La question qui est très intéressante, c'est est-ce que tu as quand même des obligations avec ton emploi? Oui, j'ai l'obligation de déclarer toutes les inventions que je fais. J'ai obligé, et notamment quand elles sont, et surtout quand elles sont hors mission, c'est-à-dire que j'invente quelque chose, je dois informer mon employeur, je dois informer mon supérieur hiérarchique, alors ça peut être écrit mais je dois informer mon employeur. Généralement, c'est mon supérieur hiérarchique. Si je suis dans une petite boîte, on a intérêt d'informer la personne qui a la possibilité de prendre les décisions, et je dois dire que j'ai fait une invention et dire ce que j'en pense. Et ben moi, je pense que c'est une invention. Comme je n'ai pas de mission, c'est une invention qui n'est pas de mission, donc c'est une invention et qui n'est pas en plus, donc c'est hors mission, et elle n'est pas attribuable parce qu'elle ne concerne pas le domaine d'activité de l'entreprise et que je n'ai pas utilisé des moyens d'entreprise. Donc quand on fait une invention, on la déclare à son employeur, mais on lui donne le classement. N'hésitez pas à aller lire le code de la propriété intellectuelle, c'est bien écrit, c'est relativement simple. Oui. Juste une question. On peut déclarer à son employeur si c'est écrit dans le contrat ou... Non, Toujours, c'est une obligation. C'est la loi. La loi. Surtout chez les publics, dans les opérateurs publics. Oui. À partir de quand on définit que c'est une invention? Ah, c'est une bonne question. Alors, moi, j'ai toujours pas la réponse. Moi non plus. Enfin, je l'avais quand j'ai commencé mes études, je savais ce que c'est, maintenant c'est un peu moins. D'abord, on dit que c'est une invention, on faut avoir en tête solution technique à un problème technique. Voilà. Donc, c'est un logiciel pour gérer des actions. On va considérer que ce n'est pas technique et que ce n'est pas une invention. Mais voilà, solution technique à problème technique, là, dans le domaine de la mécanique, c'est une invention, c'est de la mécanique. Je te coupe. C'est la même définition que le brevet. C'est ce qu'on a écrit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que l'invention existe, préexiste, et on la transforme ou pas en demande de brevet. On peut la transformer en demande de brevet si ça répond aux conditions du code, de la brevetabilité. On peut décider de ne pas le faire parce que tout ce qui est breveté va être public. La recette de Coca-Cola, elle n'a pas été brevetée. Sinon, tout le monde a accès à la recette du Coca-Cola. Et si on apporte suffisamment de modifications pour que ça accède au statut de brevetable, oui. C'est à ce moment-là qu'il faut le déclarer à son employeur ou Non, c'est au niveau de la... Donc là, on te laisse reprendre justement ce que tu donnais à la définition que l'invention est brevet. C'est ab initio, dès que c'est suffisamment matérialisé dans la tête pour dire, et qu'on a envie d'en faire quelque chose, en fait. C'est ça. On aurait l'obligation de déclarer toutes les inventions qu'on aurait en tête, mais il faut la formaliser, donc il faut déjà un peu la décrire, et puis si on ne va rien en faire, on n'est pas obligé de faire, voilà. C'est pratique. Donc c'est dès qu'on commence à un embryon de faire on veut en faire quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il faut la déclarer à son employeur. Donc moi, les questions qu'on peut me poser, elles sont très simples, parce que j'y ai répondu tout à l'heure. Quand est-ce que j'ai réalisé ma part du logo et que j'ai trouvé ma marque? On s'en fiche. Quels moyens j'ai utilisés? On s'en fiche. Ce projet m'appartient-il? Oui. Est-ce que j'ai une obligation auprès de mon employeur? Non. Et quelles autres démarches j'aurais dû faire? Rien par rapport à mon employeur. Si je suis très contente de mon logo, que je n'ai pas d'argent pour le déposer à titre de marque ou que je veux encore progresser, évoluer, je vais faire des enveloppes solo. On en reparlera tout à l'heure, mais je vais avoir des démarches d'eurodatage pour dire à telle période, j'ai dessiné ce logo et j'estime qu'il m'appartient. C'est un système de preuve et pas un système d'accession à la propriété. Et là, on vous met des petits mots-clés. Donc, on a parlé d'invention, développement informatique, parce que dans le projet qu'on développe, il y a de la mécanique, il y a du logiciel, puisque ça détecte la chute, et puis il y a la mécanique des déambulateurs. J'imagine que les deux sont susceptibles d'appropriation. Les dessins modèles, le déambulateur peut être protégé de ces dessins et modèles,
être aussi protégé à titre de droit d'auteur. Est-ce qu'on est copropriétaire? On y répondra peut-être tout à l'heure. La rémunération, ça dépend si on a un lien avec l'employeur ou pas. Et là, on parle convention collective. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, dans les conventions collectives, vous allez justement avoir l'obligation de déclarer toute invention. Ça peut être plus ou moins précis. Là, on va avoir beaucoup d'informations sur la propriété intellectuelle dans certaines conventions collectives. Donc, quand vous êtes embauché quelque part, ou quand vous embauchez quelqu'un en temps partiel, qui a un pied chez un employeur le lundi, mardi et jeudi, vendredi pour vous, interrogez-vous sur qu'est-ce qui est écrit dans ces conventions collectives. Et puis vous pouvez avoir si vous allez créer votre SAS, et elle sera peut-être dépendante d'une convention collective qui aura un impact aussi sur ces questions de propriété intellectuelle. Il faut en prendre connaissance. Ouais, c'est moi mais je vais l'éteindre. Donc, ce projet a été matérialisé sous forme de dessin et aucun prototype n'a été réalisé par manque de moyens financiers. C'est fini. Ouais. On se dépêche. Eh ben voilà, c'est fini. Ah, j'ai jusqu'à 15h. 15h. Oui, 3 quarts d'heure. Super. On n'a pas fini. Donc, alors je reviens. On n'a rien matérialisé, on n'a rien. On fait les dessins. Ouais, on a fait les dessins. On n'a rien fait de particulier. On a déclaré l'invention à l'employeur. Mais est-ce que ça vous paraît suffisant? Est-ce que ça vous paraît est-ce qu'il y aurait d'autres démarches auxquelles vous auriez pensé ou qui vous sembleraient une bonne idée Vous avez quelques idées. Donc l'horodatage, c'est un système qui va vous permettre l'horodatage, c'est le système de marquer la date de la journée où vous expliquez à tout le monde que vous êtes le propriétaire de votre développement. Donc l'horodatage, ça se fait par... vous les connaissez, pardon, mais c'est le blockchain. Les blockchains, on n'utilise pas encore en France parce que c'est pas reconnu, mais c'est le système de la blockchain, le système d'un pli cacheté, d'un dépôt solo, d'un dépôt chez un notaire huissier. C'est très important en matière de secret des affaires, savoir-faire, droit d'auteur, tout ce qui ne va pas donner lieu à dépôt auprès de l'INPI, par exemple, ou qui n'est pas encore mature pour vous. Vous avez des premiers projets, ça doit évoluer, mais vous voulez aussi vous arroger des preuves au cas où quelqu'un aurait une idée très très proche de la vôtre et exploiterait un peu votre projet. C'est un système de preuves qu'il faut penser, protection par l'horodatage. Oui. Ouais, moi ce que je trouve quand même, c'est qu'on est très en amont, finalement vous n'avez rien produit, c'est qu'une idée. J'ai une super dessin. Et une invention n'a pas forcément besoin d'être fabriquée. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je sais exactement comment je vais le faire, mon truc. Je connais déjà, je sais quel type d'acide je vais utiliser, je sais déjà quel type peut-être éventuellement de tablette je vais intégrer dans mon... Tu vois, et je connais déjà les capteurs. Donc j'ai vraiment tout le plan dans la tête. C'est pas parce que je ne l'ai pas fabriqué, j'ai fait des crobards. J'ai des crobards, je n'ai pas fabriqué, mais j'ai des crobards où j'explique bien comment tout fonctionne. Mais vous ne pouvez pas le breveter. Comment ? À ce stade-là, vous ne pouvez rien. Si, bien sûr, parce que je suis en mesure puisque j'ai imaginé comment elle peut être détectée, donc j'ai ma solution technique à mon problème technique. Mon problème technique, c'est un déambulateur, et donc je sais comment ça va être fait. Et puis Katia a en plus dessiné le déambulateur, donc il n'a pas été matérialisé, mais c'est déjà un dessin. Donc j'ai déjà quelque chose. Les brevets qu'on dépose dans les cabinets, il n'y a que des dessins, des descriptions. Donc, quelles sont les démarches que je pourrais faire? Quelles sont les démarches que je pourrais faire? Oui. J'avais une question juste avant. Est-ce qu'un mail, donc c'est une valeur juridique, ce qui peut faire foi du fait que, par exemple, quand vous avez envoyé à votre employeur, j'ai inventé ça, voilà, est-ce que c'est en concurrence avec l'entreprise? Est-ce que lui peut faire foi du data? Oui, bien sûr. Si vous êtes, alors, d'autant que généralement vous avez l'obligation parce qu'on vous fait courir un certain nombre de dés, on ne va pas rentrer là-dedans, mais quand faut que vous ayez la preuve que vous avez informé votre employeur. Donc soit vous lui envoyez un recommandé avec accusé de réception, soit il vous signe un document contre décharge. Donc effectivement, vous avez un tiers, puisque l'horodatage c'est ça, c'est un tiers qui date. Donc c'est soit
soit un commissaire de justice, soit un organisme, soit l'INPI. Donc c'est un tiers de confiance. Et donc il sera votre tiers de confiance. C'est quelqu'un qui peut dire oui, effectivement, à cette date-là, j'ai reçu cette information-là. Si vous entendez bien avec lui, que vous en avez besoin ultérieurement. Alors quelles sont les éventuelles démarches que j'aurais pu réaliser? Quelles sont les éventuelles démarches qui auraient pu être faites? Est-ce que vous avez en tête, des choses? Alors j'aurais pu effectivement... Non, on a les mots-clés là Ouais. en dessous. Donc les mots-clés, j'aurais pu aller voir un conseiller en propriété industrielle et dire voilà, j'ai eu l'idée, je lui présente mon projet et je lui dis qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est brevetable? Est-ce que vous pensez que c'est réalisable? Est-ce que vous pensez que je pourrais faire un brevet? Donc le conseiller en propriété industrielle sera en mesure de répondre à ces questions. Il recevra, il fera un compte-rendu, il fera un devis vraisemblablement pour dire, pour répondre à telle question, c'est tant, pour rédiger une demande de brevet, si on a répondu oui à la réponse précédente, c'est tant, et il vous expliquera comment le faire. Alors, je vous ai vu hocher la tête, aller voir un conseiller en propriété industrielle, c'est pas une difficulté en soi, puisque le gars ou la personne, le conseil, le CPI, qu'il soit homme ou femme, il est tenu à la confidentialité. Donc tout ce que vous lui direz, ne sera pas une divulgation, puisqu'on a dit qu'il ne faut pas détruire la brevetabilité. Et donc, comme il est tenu au secret professionnel, vous pouvez tout lui dire, vous devez tout lui dire, j'empiète un peu, pour qu'il sache bien où il met les pieds et vous donner le meilleur conseil possible. Alors, ça peut même être, vous allez lui dire, j'en ai parlé au restaurant avec Katia et Arthur, vous allez lui dire ça, le gars, il va avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête en disant quoi au restaurant et la confidentialité du restaurant. Mais il faut lui dire, il faut qu'il le sache, parce qu'il pourra vous donner les réponses et les solutions éventuelles. Sachant que le conseil, si vous n'avez pas un sous le coude, parce que tout le monde n'a pas dans ses amis des gens exceptionnels comme nous, et que ça coûte et qu'on a peur de combien ça coûte, l'INPI propose des permanences qui sont ouvertes. Nous, on intervient dans les permanences, donc c'est une demi-heure de rendez-vous complètement gratuit sur les premiers questionnements. Ça peut se faire à Courbevoie, à Paris en tout cas, ou par Teams, ou je sais plus, Zoom. Ça peut être un premier pas pour se documenter, s'interroger. Et l'INPI propose aussi beaucoup d'aide au financement. Donc, n'y voyez pas qu'une source de coûts, c'est aussi, il y a des choses qui sont offertes, gratuites et qui peuvent vous aiguiller dès le départ. Donc, on va aller plus vite que ça. Donc, anti-chute, moi, j'ai le logo plus la marque, c'est génial. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va aller voir son conseiller en propriété industrielle. Déjà, on peut faire des premières recherches soi-même sur Internet pour savoir si la marque, elle est déjà utilisée pour le déambulateur. Et sinon, on va demander à son conseil de faire une recherche pour savoir si je dépose la marque sereinement. Parce qu'en France, contrairement à d'autres pays, c'est l'INPI qui veut ça, on dépose une marque, donc on arrive avec son papier, on dépose ou digitalement, et puis on paye. Et si la marque est déjà prise, l'INPI ne va pas forcément vous le dire, et vous allez vous dépatouiller à faire des contentieux, des oppositions de marque et tout le tralala sur le chemin. Donc vous avez lancé tous vos outils marketing, vos produits, vos packaging, et vous vous retrouvez dans l'embarras de ne pas pouvoir utiliser votre marque. Et l'INPI ne vous le dira jamais parce que ce n'est pas le système français. En Angleterre, on n'a pas le droit de déposer une marque, la recherche n'a pas été opérée. En France, on a le droit. Donc, conseil, regardez ce qui se passe avant sur le marché, y compris sur les noms de domaine, puisque si vous voulez réserver le nom de domaine qui correspond à votre marque et que tout ça est emprunté, déjà pris par d'autres, vous allez vous retrouver complètement bloqué en termes de market sur le nom du produit. Excusez-moi, ça prend combien de temps l'agrément? Qu'est-ce que vous entendez l'agrément? La recherche antériorité. On a déposé la marque, la validation en fait. En France? Oui. Alors, si vous déposez le 1er janvier, vous allez avoir sous 3 semaines le certificat. C'est en moyenne 3 semaines. En revanche, vous rétroagissez à la date de protection. Donc, si on vous dit 3 semaines après, vous avez votre certificat, il sera daté du 1er janvier. Dans d'autres pays, il y a des marques qui, au bout de 10 ans, sont toujours pas enregistrées. Mais c'est important d'anticiper ces questions-là, parce que quand on démarre une entreprise, on démarre une activité, ou même on lance un projet, il n'y a rien de plus rageant que de ne pas pouvoir exploiter la marque à laquelle on a pensé. Et autre chose, dans des structures plus importantes, on pense à un certain nombre de noms. Comme par hasard, c'est le nom qui n'est pas disponible, qui plaît à tout le monde. Donc il faut avoir anticipé ces questions-là un peu en amont.
On a discuté avec Arthur de ce projet, avec Arthur, dans un dîner au restaurant. Ben, je vous l'ai dit, hein, le restaurant, on peut entendre. Hein, moi, je navigue entre Lyon et Paris. Le TGV Lyon-Paris, c'est l'endroit où il ne faut jamais parler d'une innovation. Jamais. Mais on découvre plein de secrets sur les ordinateurs. Ouais. Et vous êtes certain que dans Lyon-Paris, il y a toujours une oreille qui traîne et qui peut entendre. Donc on ne parle pas de ces choses-là. On ne parle pas de ces choses-là en milieu ouvert. Non. On se met à l'abri des regards. Et puis par ailleurs, il faut avoir en tête que Samuel, Katia et Arthur, ce sont d'un point de vue juridique, sont des étrangers. Donc le meilleur entre des amis, il n'y a aucun accord de confidentialité. Donc il faut commencer à réfléchir. C'est-à-dire que quand il ne s'agit pas d'être paranoïaque, mais on a Arthur qui amène des idées, qui est susceptible d'en parler, Katia qui dépose son nom de domaine à son nom, et la marque à son nom, bon, bref. Et puis moi qui ai été voir un CPI sans en parler aux autres, c'est pas beaucoup mieux non plus. Il faut commencer à réfléchir, et se dire peut-être qu'il faut organiser les relations avec ces gens-là. Et plus on s'encadre et plus on se calme, plus on se rassure. Il y a l'amitié d'un côté, ou la famille. La famille, c'est encore pire. Parce que jamais on demandera à maman une reconnaissance de dette, un accord de confidentialité, etc. Mais bien sûr que si. Plus on structure, plus on a différentes casquettes. Là, je suis la bonne amie, là, je suis la fille de la mère, là, je suis dans le côté professionnel. Et je fais beaucoup d'accords de confidentialité. Je calculais l'autre jour, je crois que donc ça fait longtemps que je travaille, parce que je suis jeune et belle, mais je pense que j'ai rédigé plus de 10 000 contrats dans ma vie aujourd'hui. Donc je dis pas que je suis exceptionnelle, je dis que j'en ai fait plus que d'autres. L'accord de confidentialité reste l'accord le plus compliqué à rédiger. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, mais qui semble le plus simple, le plus accessible sur Internet et le plus compliqué. Et j'ai toujours dit aux clients, et je le disais encore vendredi, quand on propose à quelqu'un un accord de confidentialité et qu'on commence à se crêper le chignon sur la virgule, il ne faut pas aller bosser avec ces gens-là. Ils me disent, mais moi, je n'ai pas l'habitude de signer ces documents. Donc, c'est quoi ton intention? C'est de prendre de l'info chez moi, de la divulguer ou de t'en servir pour travailler avec quelqu'un d'autre? Enfin, ça donne énormément d'informations. Et il y a 30 ans, c'était très anglo-saxon, les Américains, les Anglais l'utilisaient. Aujourd'hui, ne croyez pas les gens qui vous disent, non mais on ne travaille pas comme ça. Travaillez pas comme ça, mais pas avec moi. Parce que c'est leur montrer à quel point ce que vous allez leur divulguer a de l'importance. Comme c'est votre valeur à vous, c'est votre projet, même si c'est peut-être pas Google de demain, ça a de la valeur, et la valeur, elle se protège. Et on réfléchit avant de faire les choses, et ça vous donne vraiment du poids. On va être très en retard, donc on va être très très vite. Non, mais mais tout ça pour dire, on digresse, mais On reste dans le sujet quand même. mon expérience, c'est que quand on crée une entreprise avec des associés, il faut faire ce que font les hommes politiques. C'est une profession de foi. C'est se dire pourquoi on veut travailler ensemble. Quels sont nos objectifs? Il y en a un qui veut faire de l'argent, mais il faut qu'il le dise. Il y en a un qui a un projet environnemental, il veut faire du bien à la société, il veut faire du bien à la planète, il le dit. Et peut-être que celui qui veut faire de l'argent et celui qui veut faire du bien à la planète, ils peuvent s'entendre, ils peuvent aller dans un projet commun. Mais il faut se dire ce pourquoi on veut travailler ensemble, et il ne faut pas hésiter à signer, à s'engager. En fait, le contrat, c'est un engagement. Et comme pour créer une boîte, il faut s'engager, eh bien, si on voit qu'il y a des réticences, comme disait Katia, à signer les choses, à ne pas vouloir dire vraiment... à se cacher, quand on crée une boîte, ça ne marche pas. Enfin, l'expérience montre que ça ne marche pas. J'accompagne un client depuis 20 ans, il en est à sa deuxième start-up, qui marche bien. La première marchait bien. La première, il était obligé de la vendre pour se débarrasser d'un associé. Là, on se rend compte de la deuxième, il y a des gens qui ne disent pas tout. Et au bout de 10 ans, 15 ans, il y a un associé qui dit « Ah, au fait, machin. Ah oui, mais si on l'avait su... » Enfin, donc, il faut être honnête. Et honnête sur soi-même aussi. Donc là, pour aller un petit peu plus vite, on aurait dû, avec Arthur, passer un accord de confidentialité, voire plus que ça, parce que là, on est d'accord avec Samuel pour bosser sur le projet et dire qu'on est à 50-50. Arthur qui arrive avec ses bonnes idées, qui parle de nous, qui a de l'info confidentielle, à un moment donné, il est susceptible de dire « les gars, il y a un tiers du business qui m'appartient ». Et il n'aurait pas tort, parce que peut-être que son apport vaut un tiers pour lui. Donc en se mettant d'accord au départ avec Arthur, en disant c'est sympa de nous accompagner, mais on va faire un contrat de prestation de service où on te paye, tu fais une presta, et tout ce que tu vas libérer, le nouveau dessin, la réflexion avec toi
sur du développement informatique, va revenir dans notre giron à nous. C'est une façon de se structurer. Excusez-moi, le fait qu'Arthur il réclame 15%, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de contrat, est-ce que ça a quand même de l'importance? Ah bah oui, ça a une grande importance parce que si on n'est pas d'accord, il va prouver par A plus B qu'il a participé à des réunions de travail, qu'il a fourni ça, qu'il a mis en relation, et lui, il a les moyens de le faire. Et donc, on va aller au contentieux, ou pas, enfin, après, moi je fais de la médiation, donc on va aller en médiation, mais on va se fâcher fort, et ça va ralentir le projet, voire on va se fâcher tous les deux en disant, putain, pardon, tu m'as présenté Arthur, vraiment, il n'est pas sympa, ouais, mais Arthur, il a eu une passe difficile, sa grand-mère, blablabla, enfin bref, ça peut faire capoter un projet avant que c'est commencé. D'accord. Et une autre question qui n'a rien à voir par rapport au dépôt et au nom de domaine, à la marque, au nom de domaine. Le fait qu'on paye le nom de domaine, donc le nom de domaine et le site internet nous appartient, mais on a la possibilité de faire le dépôt de marque après, 10 ans après. Est-ce qu'il y a un inconvénient? Est-ce que la question c'est si celui qui paye est-il propriétaire? Non. Donc on peut avoir le nom de domaine et il ne peut être propriétaire de la marque. Ah oui, oui. On peut avoir 3 propriétaires différents pour le dessin des modèles, la marque, le nom de domaine, le brevet. Ça peut être dans le plus grand capharnaüm possible. Non, c'est pas ça ma question. Ma Non. question, c'est par exemple une entreprise de conseil. Oui. Donc je choisis le nom de mon entreprise, de la Oui. société, et je prends le nom de domaine. Oui. J'ai pas pris de marque, rien du tout. Donc vous avez réservé un nom de domaine. Exactement. Ok. Est-ce que dans quelques mois, quelqu'un peut acheter cette marque, Ah, bien sûr. sachant que le nom de domaine est réservé? Alors, oui et non. En fait, en matière de marque, on va regarder ce qui existait auparavant. Qui a quoi? Donc, on va regarder, donc, quand on dépose une marque, on fait une recherche. La recherche va viser les marques déjà qui existent, plus les noms de domaine, plus les dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes, droits d'auteur. Donc, si on fait une vraie recherche, votre nom de domaine pourrait enquiquiner une autre société pour son dépôt de marque. Pour autant que les services soient les mêmes. Typiquement, boulanger. Si je suis pâtissier et que je fais du pain, je ne peux pas m'appeler boulanger parce que c'est descriptif de mon activité. Mais le gars qui vend l'électroménager en zone industrielle, parce qu'il y a des énormes magasins boulangers, on vend des grille-pains et des fours, ça gêne personne. Donc c'est quoi l'activité? Si vous, sur votre site internet, vous faites du conseil et que la personne qui veut déposer une marque lance une nouvelle paire de rollers, elle va le faire, il n'y a pas de confusion. En fait, on va regarder s'il y a une confusion possible. Merci beaucoup. Je rebondis parce que c'est un... Vous voulez faire des rollers aussi? Non, non. C'est la discussion exacte que j'ai eue avec des exposants qui sont de réussir.fr. Ils m'ont même dit que en .fr, si jamais la personne a déposé le brevet et que nous on avait vu La marque. pardon, la marque. Hein. Vous nous embrouillez. Hein. La marque, ouais. Et on avait le nom de domaine. Ils peuvent contester et nous reprendre le nom de domaine. Ah oui. On ne peut rien y faire. Ah, d'accord. Donc il faut faire tout de suite des Il faut regarder tout en amont. Oui. Les recherches d'antériorité, c'est au déposant qui veut s'assurer que sa marque, elle va être tranquille, quoi. Donc vous avez 2 options. Vous avez l'option, donc la marque, elle se dépose auprès de l'INPI. Ça vaut 3 francs 6 sous entre guillemets, et ça se fait en ligne. Vous pouvez, avant de déposer votre marque, demander une recherche d'antériorité. Ça s'appelle comme ça. Donc l'INPI va vous dire, et vous avez des options, c'est plus ou moins cher. Vous voulez que les marques qui existent en France? Ouais. Est-ce que vous voulez aussi les les noms de domaine? Oui. Est-ce que vous voulez les dénominations sociales? Oui, parce que tout ça, ça antériorise. Donc vous cochez tout, France. Et là, si vous le faites tout seul, moi j'ai déjà fait un petit perso avant d'être dans ce métier de conseil, vous ne savez pas quoi faire de l'information. Il y a énormément d'informations qui arrivent. Alors pour un peu que vous ayez une marque en 3 ou 4 lettres, vous êtes mort. Vous êtes écroulé par une forêt d'arbres. Donc on vous donne de l'info. Et vous ne savez pas la traiter. Parce qu'on vous dit, il y a une marque exactement la même que vous, mais en classe 2 et 3. Super. Qu'est-ce que j'en fais? Ou vous avez des classes communes, mais la classe commune, ça va être le conseil ou l'enseignement auprès d'une cible hyper... Donc en fait, quand on le fait tout seul, on ne sait pas quoi faire de l'information. Donc ce sont des conseils en propriété industrielle qui vont vous aider à le faire. Ça a un coût. Ce que vous pouvez faire intermédiaire, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de revenus, enfin pas d'argent pour ça, vous prenez vos recherches,
vous vous mettez dans la peau de celui qui... Enfin, vous vous dites, bon, bah, là, je développe mon activité. Est-ce que cette marque-là, elle m'embête? Et vous faites 2 tas. Celui-là, il m'embête, celui-là, il m'embête pas. Vous faites des tas pour vous. Et vous allez à la permanence de l'INPI. Et là, vous allez rencontrer un conseiller comme moi qui va vous dire, votre tas, il est super chouette, vous avez raison, vous avez des emmerdes qui vont arriver, ou vous allez pouvoir les enquiquiner, aller voir un conseil. Ou votre tas, en fait, il vaut rien parce que ça n'a rien en commun. Vous pouvez avoir de l'aide comme ça. Parce que les recherches sont chères, hein, et les analyses sont chères. Mais c'est un prérequis pour être assuré que le terrain est libre. On n'a pas toujours les revenus. Après, il faut mesurer le risque aussi, parce que si on fait du conseil, on est tout seul, il n'y a pas beaucoup de probabilité que quelqu'un vienne nous chercher des coups sur un monde. Ça dépend avec l'intelligence. Bah, ne croyez pas ça. J'ai des produits, c'est marqué sur le produit. Ne croyez pas ça, parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous avez des mastodontes qui lancent des robots. Et tous les petits, moi j'ai des gens qui viennent me voir, ils sont tout seuls. Ils ont auto-entrepreneurs, ils font 50 000 euros de revenus par an. Ils sont enquiquinés par des systèmes qui sont automatisés avec des sociétés qui ne sont plus des juristes, pas des avocats, tout ça. Vous avez des lettres de mise en demeure, en mode vous avez pris ça chez moi, vous avez copié le logo, vous me devez 1 000 euros. Et si vous ne répondez pas, vous allez chez un avocat. C'est DeepL qui fait ça. Donc voilà. Il faut mieux minimiser le risque. Ouais. Un maximum. Ouais. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps, mais on va aller à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a zappé? Plein de choses. Ouais, on a zappé plein de choses. Qu'est-ce qu'on dit? Là, on dit... C'était quoi la... Là, c'est intéressant. Déambulez-moi, là. Il nous envoie un devis. Comment? Tout est intéressant. Il nous envoie un devis, mais il nous précise qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas trop bien faire. On a besoin de se voir. La première question qu'on se pose, c'est pourquoi Arthur il vient avec nous? On lui a donné une fonction dans notre société. Est-ce qu'il est copropriétaire avec nous? Est-ce que c'est juste un consultant? Il faut voir la place qu'on lui donne pour signer des accords de confidentialité. Et puis la société, elle nous fait un devis très bien et elle nous dit qu'elle a besoin de nous pour mettre en place des choses. Donc la question, c'est quelle relation on va développer avec cette société? Est-ce qu'on va décider qu'ils sont aussi co-inventeurs, co-développeurs, et est-ce que cette déambulez-moi va prendre une place dans la société? J'ai pas d'argent pour les payer, mais je leur donne 10% du capital. Ou est-ce qu'on veut pas du tout d'eux, parce qu'on veut être libre demain de les fabriquer comme on veut ailleurs, et que c'est juste un prototypeur, et on va les payer, et on va leur demander au terme du paiement de nous confirmer que s'il y a des droits de propriété intellectuelle qui ont été réalisés dans le cadre de la prestation de prototypage, que ça nous soit bien cédé. Parce que si vous payez une prestation à un fabricant, les droits de propriété intellectuelle, ils restent sur la tête du fabricant. Donc vous avez juste payé le jus de crâne qui lui a permis de vous faire le prototype. Tous les droits de pays sont chez lui. L'expérience montre que vous faites ça avant qu'il ait fabriqué le prototype et qu'il ait tout fait. Parce que si vous arrivez après la bataille et vous dites « Au fait, je voudrais la propriété intellectuelle », le gars, il a déjà tout fabriqué, vous avez éventuellement payé les arts et tout, il va dire bah « Non, mais ça n'a jamais été prévu ». Donc toujours tout ça pour dire qu'il faut anticiper. Le but du jeu, c'est d'anticiper les problèmes. C'est ce que vous faites dans le monde des affaires, dans le monde de l'entreprise, c'est ce que vous ne faites pas dans la vie personnelle. Vous faites des contrats, et c'est des contrats de mariage. Et un contrat de mariage dans le monde de l'entreprise, ça prévoit tout ce qui va se passer quand ça va mal se passer. Parce que si aujourd'hui on a envie de travailler ensemble, on est prêt à tout signer. Et donc on dit, alors Arthur, tu veux bosser avec nous? Tu veux faire quoi? Ouais, ben, je veux m'investir, ok. D'accord. Mais si tu t'investis, on va faire un pacte d'associés qui dira que tout ce que tu vas créer dans le cadre de notre société, eh bien, ça appartiendra à la société. Et si d'entrée de jeu, il dit dès le départ qu'il ne veut pas, ben, vous savez que vous n'y allez pas. Tandis que vous avez travaillé, vous avez commencé à travailler, vous avez fait des choses, ça fait 6 mois, vous avez donné du jus de cerveau, vous avez vraiment envie de travailler, et tout va très très bien. Mais dans un an, tout ira peut-être très mal, et vous n'aurez aucun moyen de revenir en arrière parce que vous n'aurez rien prévu. Donc si vous deviez retenir une seule chose, ça sera mon mot de la fin à moi, mais je laisserai aussi Katia dire quelque chose, mais anticiper, passer du temps à vous dire, et à vous dire ce que vous voulez, et à prévoir qu'est-ce qui se passe si on se dispute, qu'est-ce qui se passe si on s'engueule. Eh bien, on rachètera tes parts à tel prix. Enfin,
il faut anticiper tout ce qu'on fait pas normalement avec des amis, avec son conjoint, avec son amoureux, tout ce qu'on ne fait pas, il faut le faire dans le monde des affaires pour anticiper quand ça ira mal. C'est un joli mot de la fin. Moi, j'aurais envie de vous dire deux choses. Ne réfléchissez pas en contrainte. C'est dur pour un juriste de vous dire ça. Écrivez votre liste au Père Noël. Dites votre entreprise idyllique, favori, votre projet, c'est quoi? Projetez-vous dans. J'ai pas de contrainte de langue, j'ai pas de contrainte d'argent, j'ai pas de contrainte d'associé, j'ai pas de contrainte administrative. Elle est où est mon objectif idéal? Et qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je veux le faire? Il faut répondre à ces questions-là. Et qui je vais amener dans ce projet? Ou si on est à deux, est-ce qu'on a la même idéal? Pour que, effectivement, je te rejoins, tout ça assez. On ne peut rien prévoir de ce qui nous arrive dans la vie, mais que on ait le même objectif et que la transparence des échanges fasse que la communication soit la plus simple. Et si on communique bien, on va prévoir des choses comme ça qui se passeront bien. Accompagnez-vous de gens qui savent. Vous n'êtes pas banquier, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas instituteur pour les enfants, vous n'êtes pas juriste ou ingénieur. Mettez autour de vous des gens qui vont au bon moment vous apporter une expertise pour que ce projet-là voit le jour dans la direction que vous êtes fixé. Et nous, on est là que pour vous apporter un petit éclairage, un accompagnement et une béquille. Moi, je ne supporte ni les ingénieurs ni les juristes qui pensent qu'ils ont la connaissance totale parce qu'ils ont fait soi-disant des études et qu'on les conseille. Nous ne sommes là que pour être une petite béquille sur votre chemin. Et utilisez-nous à bon escient et on aura grand plaisir à le faire, mais pas plus qu'un avocat, un banquier, un médecin, un business angel. Et croyez dans vos projets, surtout. Et donc pour ça, pour dire, quand on n'a rien de matériel des entreprises, il reste la propriété industrielle et intellectuelle. Donc c'est ça que ce sur quoi vous devez vous concentrer avec l'aide de gens comme Katia et moi. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, si on ne doit pas libérer la salle, on peut répondre. Vous donnez le jour. Ouais.